Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Pas pour voler, pas pour trahir, pas même pour se protéger. Ils mentent parce que la vérité, pour eux, est devenue une langue étrangère. Ils inventent des histoires sur leur passé, exagèrent leur réussite, fabriquent des drames qui n'ont jamais existé. Et le plus troublant, c'est qu'ils y croient presque, pas complètement, mais assez pour que leur visage ne trahisse rien. Assez pour que vous, en face, vous vous demandiez si c'est vous qui devenez fou. Ces personnes ne sont pas des escrocs ordinaires. Elles ne mentent pas uniquement pour obtenir quelque chose. Elles mentent pour exister, pour combler un vide que la réalité ne peut pas remplir, pour devenir, ne serait-ce qu'un instant, la version d'elles-mêmes qu'elles n'ont jamais pu être. On les appelle des menteurs pathologiques, des mythomanes. Et pour comprendre leur psychologie, il faut plonger dans un territoire où la vérité et le mensonge ne sont plus des opposés, mais des couches d'une même identité fracturée. Parce que la mythomanie, le mensonge pathologique, ce n'est pas une stratégie, c'est une architecture mentale. C'est la façon dont certaines personnes construisent leur réalité quand la leur ne leur suffit pas. Et si vous avez déjà côtoyé quelqu'un comme ça, vous savez à quel point c'est déstabilisant. Parce qu'ils ne mentent pas seulement avec leurs mots, ils mentent avec leurs émotions, leurs regards, leurs convictions. Ils vous font douter de ce que vous savez être vrai. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ce labyrinthe psychologique, comprendre pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'arrêter de mentir, ce qui se passe dans l'esprit d'un mythomane, ce qu'ils cherchent vraiment, et surtout, comment reconnaître cette pathologie avant qu'elle ne vous consume. Nous mentons tous. C'est une vérité inconfortable, mais scientifiquement prouvée. Des études montrent que la personne moyenne ment entre 1 et 2 fois par jour. Des petits mensonges, des mensonges sociaux. Ça va bien, alors que non. J'ai adoré ton cadeau, alors que pas vraiment. Je suis en route, alors qu'on vient de sortir de la douche. Ces mensonges servent la fluidité sociale. Ils protègent les sentiments, évitent les conflits, maintiennent une certaine harmonie. Ce sont des mensonges fonctionnels. Mais le mensonge pathologique, la mythomanie, n'a aucune fonction rationnelle. Elle ne protège pas, elle ne sert aucun but stratégique évident. Elle existe pour elle-même. Un mythomane, un menteur pathologique, inventera une histoire même quand la vérité serait plus simple, plus crédible, plus avantageuse. C'est ce qui les distingue. Ils ne mentent pas pour gagner quelque chose de tangible. Ils mentent pour alimenter une version alternative de la réalité. Psychologiquement, on parle de pseudologia fantastica, un terme clinique qui désigne la tendance compulsive à raconter des mensonges élaborés, souvent avec des détails minutieux, des émotions authentiques et une cohérence interne troublante. Ces mensonges ne sont pas improvisés, ils sont tissés comme des romans. Le mythomane devient le narrateur de sa propre fiction, et dans cette fiction, il est toujours le héros, la victime, ou le personnage central autour duquel tout gravite. Ce qui rend cette pathologie si complexe, c'est qu'elle échappe souvent aux classifications psychiatriques strictes. La mythomanie n'est pas officiellement reconnue comme un trouble à part entière dans le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux. Mais elle apparaît comme symptôme dans plusieurs pathologies, le trouble de la personnalité narcissique, le trouble de la personnalité antisociale, le trouble borderline, ou encore certaines formes de mythomanie pure. C'est un comportement transversal qui traverse différentes structures psychologiques, mais qui garde toujours cette caractéristique centrale. Le mensonge devient un mode de relation au monde. Pour un mythomane, la réalité n'est pas une donnée fixe. C'est une matière malléable. Il ne se demande pas « qu'est-ce qui s'est passé ?», il se demande « qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que je sois intéressant ?» Et c'est là que tout commence. Parce que derrière chaque mensonge pathologique, il y a une blessure, une sensation d'insuffisance, une peur viscérale de ne pas être assez. Si vous creusez dans l'histoire d'un mythomane, vous trouverez presque toujours la même chose, un vide d'estime, un vide d'attention, un vide de validation. Souvent, ces personnes ont grandi dans des environnements où leurs valeurs étaient conditionnelles, où l'amour ne venait que quand ils performaient, quand ils impressionnaient, quand ils correspondaient à une image attendue, et quand la réalité ne permettait pas de répondre à ces attentes, le mensonge est devenu une solution. Imaginez un enfant qui grandit en observant que ses parents ne s'intéressent à lui que lorsqu'il a quelque chose d'extraordinaire à raconter, que l'attention, cette ressource vitale pour un enfant, ne vient que dans les moments spectaculaires.
Cet enfant apprend rapidement à embellir, à exagérer, à inventer, pas par malveillance, mais par survie émotionnelle. Et avec le temps, ce mécanisme devient automatique. Le mensonge n'est plus un choix conscient, c'est un réflexe, une façon d'exister qui s'est gravée dans les circuits neuronaux. Les neurosciences nous montrent quelque chose de fascinant à ce sujet. Des études par imagerie cérébrale révèlent que chez les mythomanes, certaines régions du cerveau présentent des particularités, notamment le cortex préfrontal, cette zone associée à la prise de décision morale et au contrôle des impulsions. Chez certains menteurs compulsifs, on observe une réduction de la matière grise dans cette région et une augmentation de la matière blanche qui facilite les connexions rapides entre différentes zones du cerveau. En d'autres termes, leur cerveau est littéralement câblé pour fabriquer des récits plus rapidement, avec moins de friction morale. Mais ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi une question d'identité. Beaucoup de mythomanes souffrent de ce que les psychologues appellent un soi fragmenté. Ils n'ont pas une image stable d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment, alors ils deviennent qui ils racontent être. Chaque mensonge est une tentative de construction identitaire, une façon de se sentir réel, même si cette réalité est fabriquée. C'est pour ça qu'ils peuvent mentir sur des choses insignifiantes. Parce que ce n'est pas le contenu du mensonge qui compte, c'est l'acte de créer une narrative, de contrôler la perception que les autres ont d'eux. Dans un monde où ils se sentent invisibles, le mensonge les rend visibles. Dans un monde où ils se sentent ordinaires, le mensonge les rend extraordinaires. Et cette sensation, même éphémère, devient addictive. Il y a aussi une dimension émotionnelle profonde. Pour beaucoup de mythomanes, la honte est un sentiment omniprésent. La honte de ne pas réussir à être à la hauteur. La honte de leur vraie vie, de leur vrai parcours, de leur vrai soi. Alors ils recouvrent cette honte avec des couches de fiction. Chaque mensonge est un pansement sur une blessure qu'ils ne veulent pas regarder en face. Et plus ils mentent, plus la vérité devient intolérable. Parce que la vérité, c'est tout ce qu'ils ont fui. Ce qui est troublant avec un mythomane, c'est la qualité de ces mensonges. Ils ne sont pas grossiers, ils ne sont pas facilement détectables. Au contraire, ils sont souvent riches en détails, émotionnellement cohérents et racontés avec une conviction désarmante. C'est parce que ces mensonges ne sont pas des improvisations. Ils sont des constructions mentales élaborées, parfois répétées intérieurement des dizaines de fois avant d'être prononcées. Un mythomane peut vous raconter l'histoire d'un accident de voiture qui n'a jamais eu lieu, mais il vous dira la couleur de la voiture, l'odeur de l'air ce jour-là, la chanson qui passait à la radio. Ces détails ne sont pas là pour tromper. Ils sont là pour convaincre le menteur lui-même. Parce qu'en ajoutant des détails, le mensonge devient plus réel dans leur esprit. Il prend du poids, de la texture, de la crédibilité. Et plus le mensonge est riche, plus il devient difficile pour eux de distinguer ce qu'ils ont vécu de ce qu'ils ont inventé. Psychologiquement, on appelle ça la mémoire source confuse. C'est un phénomène où le cerveau perd la trace de l'origine d'une information. Ai-je vraiment vécu ça ou l'ai-je imaginé? Ai-je vraiment dit ça ou l'ai-je seulement pensé? Pour un mythomane qui répète ses histoires encore et encore, cette confusion devient courante. Leurs mensonges s'intègrent à leur mémoire autobiographique. Ils deviennent des souvenirs. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'un menteur qui croit à moitié à ses propres mensonges ne montre aucun signe classique de tromperie, pas de regard fuyant, pas d'hésitation, pas de micro-expression de culpabilité. Ils vous regardent droit dans les yeux et vous racontent leur fiction avec la même authenticité que quelqu'un qui raconterait sa vérité. Parce que pour eux, à ce moment précis, c'est leur vérité. Mais il y a aussi une autre dimension. Les mythomanes sont souvent d'excellents observateurs sociaux. Ils lisent les gens. Ils détectent ce que vous voulez entendre, ce qui vous impressionne, ce qui vous émeut, et ils adaptent leurs mensonges en conséquence. Ce n'est pas de la manipulation consciente dans le sens machiavélique du terme, c'est une adaptation instinctive. Ils ont appris, souvent dès l'enfance, que leur valeur dépend de leur capacité à plaire, à fasciner, à émouvoir. Alors ils deviennent des caméléons narratifs changeant d'histoire selon l'audience. Il y a quelque chose de tragique dans cette dynamique, parce que derrière chaque mensonge élaboré, il y a une personne qui essaie désespérément d'être aimée, pas pour ce qu'elle est, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle invente.
Et cette distance entre leur soi réel et leur soi fictionnel crée une solitude immense, parce qu'ils ne sont jamais vraiment vus, jamais vraiment connus. Même dans leurs relations les plus proches, c'est le personnage qui est aimé, pas la personne. Vivre avec un mythomane, c'est comme vivre dans une maison où les murs bougent, vous pensez connaître la géographie des lieux, et puis soudain, une porte apparaît là où il n'y avait qu'un mur, un couloir disparaît. Une pièce que vous pensiez avoir visitée n'a jamais existé. Vous commencez à douter de votre propre perception, à vous demander si vous avez bien entendu ce que vous avez entendu, vu ce que vous avez vu. C'est ce qu'on appelle le gaslighting émotionnel. Pas forcément intentionnel, mais dévastateur. Parce qu'un mythomane ne vous ment pas seulement sur les faits, il vous mente sur la réalité elle-même. Il nie ce qui s'est passé, réécrive l'histoire, vous accuse de mal comprendre, de mal vous souvenir, et avec le temps, cette désorientation constante érode votre confiance en votre propre jugement. Les proches d'un mythomane développent souvent une hypervigilance épuisante. Ils vérifient tout, ils recoupent les informations, ils deviennent des détectives dans leurs propres relations, cherchant des preuves, des incohérences, des failles dans les récits. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réponse adaptative à un environnement où la vérité est devenue instable, mais cette vigilance a un coût psychologique immense. Anxiété, fatigue mentale, perte de spontanéité, difficulté à faire confiance. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que les mythomanes ne sont pas que des menteurs. Ils peuvent être charmants, attentionnés, drôles, vulnérables. Ils peuvent avoir des moments de sincérité bouleversantes. Et c'est cette alternance entre authenticité et fiction qui crée un lien de dépendance émotionnelle. Vous vous accrochez au moment vrai, vous vous dites « voilà qui il est vraiment » et vous minimisez les mensonges, vous les rationalisez, vous vous convainquez qu'ils vont changer, qu'ils ont juste peur, qu'ils ont été blessés. Mais la vérité, c'est que la mythomanie ne disparaît pas avec l'amour, ni avec la patience, ni avec la compréhension. Parce que ce n'est pas une question de confiance que vous leur donnez, c'est une question de structure psychologique. Le mensonge fait partie de leur façon de naviguer dans le monde. C'est leur mécanisme de défense primaire, leur stratégie d'adaptation, leur mode de survie émotionnel, et tant qu'ils ne confrontent pas la blessure qui alimente ce besoin, le cycle continue. Les relations avec les mythomanes oscillent souvent entre deux pôles, fascination et épuisement. Au début, il y a quelque chose de magnétique. Leurs histoires sont captivantes. Leur vie semble riche, complexe, dramatique. Vous vous sentez privilégié d'être dans leur confidence. Mais avec le temps, les incohérences s'accumulent. Les histoires ne tiennent plus, les versions changent, et vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment cette personne. Vous connaissez une collection de récits, mais pas la personne derrière les récits. Et quand vous confrontez un mythomane, quelque chose de particulier se produit. Ils ne s'effondrent pas, ils ne reconnaissent pas. Ils redoublent, ils ajoutent des détails, créent de nouvelles explications, vous accusent de les attaquer, de ne pas les comprendre, d'être injustes. Parce que admettre le mensonge, pour eux, c'est admettre leur propre vacuité. C'est affronter le vide qu'ils ont passé leur vie à recouvrir. Alors, ils défendent leurs mensonges avec une énergie féroce, parce que ces mensonges ne sont pas que des mots, ils sont leur armure. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de mentir pathologiquement ? Est-ce qu'un mythomane peut guérir? Et la réponse, aussi frustrante soit-elle, c'est « ça dépend ». La première condition, c'est la prise de conscience. Un mythomane ne peut pas changer tant qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que beaucoup de mythomanes ne se voient pas comme des menteurs. Ils se voient comme des conteurs. Ils rationalisent leurs mensonges comme des embellissements, des exagérations inoffensives, des façons de rendre la vie plus intéressante. Ils ne voient pas le mal qu'ils causent parce qu'ils ne voient pas la réalité qu'ils déforment. Pour qu'un changement soit possible, il faut que quelque chose se brise. Souvent, c'est une perte. La perte d'une relation importante. La perte de leur crédibilité sociale. Un moment où les conséquences de la mythomanie deviennent si douloureuses qu'ils ne peuvent plus les ignorer. C'est seulement dans cette crise que certains mythomanes acceptent de regarder en face ce qu'ils ont fait. Et même alors, le chemin est long. La thérapie est essentielle, mais pas n'importe quelle thérapie. Il faut un thérapeute formé aux troubles de la personnalité, capable de naviguer dans les mécanismes de défense complexes, et surtout,
capable de ne pas se laisser manipuler parce qu'un mythomane ment aussi à son thérapeute, au début du moins. Ils testent les limites, ils façonnent leurs récits pour plaire, pour impressionner, pour éviter le jugement. Un bon thérapeute sait reconnaître ces patterns et les confronte avec fermeté et compassion. L'approche la plus efficace combine souvent la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie psychodynamique. La TCC aide à identifier les pensées automatiques qui déclenchent le mensonge, à développer des stratégies alternatives, à tolérer l'inconfort de la vérité. La psychodynamique, elle, plonge dans les racines. Pourquoi le mensonge est-il devenu nécessaire? Quelle blessure cherche-t-il à penser? Quel besoin tente-t-il de combler? Mais il y a quelque chose de fondamental que le mythomane doit apprendre: tolérer la banalité, accepter que leur vie ordinaire a de la valeur, que leur soi réel, même imparfait, même limité, mérite d'exister. C'est peut-être la partie la plus difficile, parce qu'ils ont passé tellement de temps à fuir cette banalité qu'y revenir ressemble à une mort symbolique. C'est perdre le personnage fascinant qu'ils ont créé pour retrouver la personne fragile qu'ils ont toujours été. Et même avec une thérapie réussie, il y aura des rechutes. La mythomanie est une addiction à l'attention, à la validation, à la sensation de contrôle, et comme toute addiction, elle laisse des traces, des moments de faiblesse, des tentations. L'important, c'est de construire un réseau de soutien, des relations où la vérité est valorisée plus que la performance, où la vulnérabilité est accueillie plutôt que punie. Si vous êtes en relation avec quelqu'un que vous soupçonnez d'être un mythomane, la première chose à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les aimer suffisamment fort pour qu'ils arrêtent de mentir. Vous ne pouvez pas être assez compréhensif, assez patient, assez présent pour combler le vide qu'ils portent. Ce travail leur appartient. Ce que vous pouvez faire, c'est établir des limites claires. Et cela commence par faire confiance à votre propre perception. Si quelque chose ne semble pas cohérent, c'est probablement parce que ça ne l'est pas. Si vous ressentez ce malaise étrange, cette sensation que quelque chose cloche sans pouvoir mettre le doigt dessus, écoutez cette intuition. Votre système nerveux détecte les incohérences bien avant que votre esprit rationnel ne puisse les nommer. Documentez. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préservation. Notez les versions des histoires. Gardez une trace des événements. Non pas pour les confronter agressivement, mais pour maintenir votre propre ancrage dans la réalité. Quand quelqu'un réécrit constamment l'histoire, avoir des points de référence solides vous empêche de perdre pied. Ensuite, refusez de participer au jeu. Quand vous remarquez un mensonge, vous avez le droit de ne pas y croire. Vous n'êtes pas obligé de les confronter à chaque fois, surtout si ça déclenche de la violence émotionnelle, mais vous pouvez simplement ne pas valider le mensonge. Un simple « je ne vois pas les choses comme ça » ou « je me souviens différemment » maintient votre vérité sans entrer dans le conflit. Et surtout, entourez-vous de personnes ancrées dans la réalité, des amis, de la famille, un thérapeute, qui peuvent vous rappeler ce qui est vrai quand vous commencez à douter, parce que l'effet le plus insidieux de la mythomanie, c'est qu'elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Avoir des témoins extérieurs qui vous rappellent que non, vous n'êtes pas fou, que oui, cette situation est objectivement problématique, c'est vital. Mais parfois, la seule option saine est la distance. Couper les ponts, partir. Pas par cruauté, mais par survie. Parce que rester dans l'orbite d'un mythomane qui refuse de se soigner, c'est accepter de vivre dans une réalité fragmentée. C'est sacrifier votre stabilité mentale pour maintenir une relation qui, fondamentalement, n'est pas construite sur la vérité. Et il n'y a aucune honte à partir. Vous n'abandonnez pas quelqu'un dans le besoin. Vous vous retirez d'une dynamique toxique. Vous choisissez votre santé mentale. Vous choisissez la clarté. Et parfois, c'est le départ qui crée le choc nécessaire pour que l'autre commence enfin à regarder sa propre vérité en face. Il y a quelque chose de profondément philosophique dans la mythomanie. Quelque chose qui touche à la nature même de l'identité, de la réalité, de la vérité. Parce qu'au fond, qu'est-ce que le soi? Est-ce ce que nous sommes réellement ou ce que nous racontons être? Si quelqu'un passe toute sa vie à incarner un personnage, à quel moment ce personnage devient-il plus réel que la personne d'origine? Les existentialistes diraient que nous sommes tous, à un certain degré, des créateurs de fiction, que nous construisons notre identité à travers les récits que nous nous racontons sur nous-mêmes. La différence, c'est que la plupart des gens maintiennent un lien entre leurs récits
et leur expérience vécue. Le mythomane, lui, a coupé ce lien. Son récit est devenu autonome, détaché de toute réalité factuelle, nourri uniquement par le besoin. Et peut-être que c'est pour ça que la mythomanie nous fascine autant, parce qu'elle nous confronte à nos propres zones grises, à tous ces petits mensonges que nous nous racontons pour maintenir une image cohérente de nous-mêmes, à toutes ces vérités inconfortables que nous préférons ignorer. Le mythomane n'est pas une aberration, c'est une amplification, une version extrême de quelque chose que nous portons tous, le besoin de nous inventer pour être aimables. Mais il y a une différence cruciale. Pour la plupart des gens, le mensonge crée un inconfort, une dissonance cognitive, une tension entre ce que nous savons être vrai et ce que nous prétendons. Cette tension est saine. C'est elle qui nous ramène vers l'authenticité. Le mythomane, lui, a éteint cette tension. Ou plutôt, il l'a remplacée par une autre. La terreur d'être découvert. Pas découvert dans ses mensonges, mais découvert dans sa vacuité. C'est pour ça que confronter un mythomane ne produit presque jamais de révélation cathartique. Parce que ce que vous essayez de leur montrer, c'est quelque chose qu'ils passent leur vie entière à ne pas voir. Vous leur tendez un miroir et ils détournent le regard. Non pas par lâcheté, mais par terreur. Parce que regarder vraiment, ce serait accepter que tout ce qu'ils ont construit est fragile, que leur valeur ne repose sur rien de solide. Et cette acceptation ressemble à un anéantissement. Alors ils continuent. Ils tissent de nouveaux mensonges pour couvrir les anciens. Ils créent des architectures narratives de plus en plus complexes, jusqu'à ce que même eux ne sachent plus par où ils ont commencé. Et dans ce labyrinthe de leur propre création, ils se perdent. Ils deviennent prisonniers de leur propre fiction. Il y a une tragédie dans la mythomanie, pas seulement pour ceux qui en sont victimes, mais pour celui qui en souffre. Parce que derrière chaque mythomane, il y a quelqu'un qui a eu si peur de ne pas être assez qu'il a préféré inventer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a cru que sa vérité n'avait pas de valeur, quelqu'un qui a choisi l'illusion de la grandeur plutôt que la réalité de l'humanité. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante à retenir. La mythomanie ne naît pas de la méchanceté, elle naît de la blessure. Elle naît d'un enfant qui n'a pas été vu, d'une personne qui n'a pas été aimée pour ce qu'elle était, d'un cœur qui a appris que l'authenticité était dangereuse et que la performance était la seule façon de survivre. Cela ne justifie pas le mal causé. Cela n'efface pas la manipulation, la confusion, la douleur infligée à l'entourage. Mais cela nous rappelle que la psychologie humaine est complexe, que personne ne choisit de devenir un mythomane. C'est une adaptation, aussi dysfonctionnelle soit-elle, à un environnement qui n'a pas su accueillir leur vérité. Si vous êtes en relation avec un mythomane, rappelez-vous, vous ne pouvez pas les sauver. Mais vous pouvez choisir de vous protéger, de maintenir votre lien avec la réalité, de refuser de sacrifier votre santé mentale sur l'autel de leur fiction. Et si vous vous reconnaissez dans ce portrait, si vous voyez en vous ces patterns, sachez qu'il n'est jamais trop tard, que la vérité, aussi banale, aussi imparfaite, aussi limitée soit-elle, a plus de valeur que la plus belle des fictions, parce que c'est seulement dans la vérité que vous pouvez être vraiment vu, vraiment connu, vraiment aimé. La mythomanie est une prison dorée, mais les barreaux restent des barreaux. Et la liberté, aussi effrayante soit-elle, commence toujours par un mot simple, tremblant, mais réel, la vérité. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Ici, on explore la psychologie humaine en profondeur, sans filtre, sans superficialité, juste la vérité sur ce qui nous rend humains. Abonnez-vous pour ne rien manquer, parce que à la fin, ce n'est pas la grandeur inventée qui nous rend humains, c'est la vulnérabilité acceptée. Ce n'est pas le personnage fascinant qui mérite d'être aimé, c'est la personne fragile qui ose se montrer telle qu'elle est, dans toute son imperfection magnifique. Et ça, aucun mensonge, aussi élaboré soit-il, ne pourra jamais le remplacer.